merci beaucoup à vous, hein, Pierre-Yves. Alors je suis un peu intimidé par cette introduction. Alors on ne se connaît pas vraiment. Hein. On a échangé quelques mails à la suite des loges du populisme. Hein. Vous m'avez même proposé de participer à votre revue, ce qui n'a pas encore pu se faire. J'espère que ça se fera. Donc je suis aussi vraiment très honoré de venir là, au Cercle Aristote, hein, que je ne connais pas. Mais comment refuser une invitation pareille? Cercle Aristote, hein, c'est magnifique. Hein. D'ailleurs Aristote, c'est quand même le grand penseur de la politique. Hein. Et on va voir qu'avec Gabriel Tarde, finalement, hein, on retrouve peut-être des pistes et des intuitions aristotéliciennes. Donc Aristote, ça me va très bien. Voilà, quand il s'agit de penser le peuple. Alors, je vais essayer donc en 40 minutes de faire une petite présentation de mon travail, qui est un travail d'essayiste, hein, c'est pas non plus un travail... il ne faut pas avoir trop de prétention non plus, ça reste, ce sont des essais hein, qui essayent d'ouvrir d'un peu des pistes. Hein. Donc je suis enseignant, hein, comme Pierre-Yves Rougeron l'a dit, j'enseigne dans le secondaire. Donc voilà, hein, on essaye de concilier l'enseignement, le travail, avec le nombre de copies à corriger, c'est pas toujours facile. Hein. Donc voilà, je suis un essayiste simplement, hein, qui essaye d'ouvrir un petit peu des pistes. Alors le retour du peuple, hein, on va partir de ce titre, hein, qui n'est d'ailleurs pas le mien, hein, je l'expliquerai, c'est celui de l'éditeur, hein, le retour du peuple. Et puis, pour expliquer un petit peu ce titre, je vais repartir du premier essai, donc Éloge du populisme. Hein. Et finalement, mon premier point, ça sera de dire que le populisme, c'est justement le retour problématique du peuple. Hein. Je crois que dans votre affiche, vous avez mis le peuple comme solution, hein, éventuellement. Je dirais le populisme, c'est à la fois le problème et la solution. Donc le populisme est un retour problématique du peuple. Hein, parce que ce retour du peuple, il reste un problème, ça reste une question. Hein. Donc j'ai cet essai donc, a été publié en 2012, hein, Éloge du populisme. Alors ouais, c'est vrai, Éloge du populisme, c'était un peu provocateur. Hein. Effectivement, parce que le terme est devenu un terme extrêmement péjoratif. Hein. La notion de populisme est devenue une notion péjorative, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. On pourra discuter, si vous voulez, des origines du populisme. On va peut-être pas, je pourrais pas développer ça maintenant. Mais le populisme n'a pas toujours eu cette connotation péjorative. Alors, si on veut aller un petit peu à l'essentiel, dans mon essai Éloge du populisme, je fais d'abord une critique de l'utilisation de ce terme, à la fois dans les sciences politiques et du succès, en fait, qu'a eu cette utilisation dans les médias. C'est d'abord un terme qui a été utilisé dans les sciences politiques, et cette utilisation du terme de populisme a eu un succès extraordinaire, que vous pouvez d'ailleurs constater aujourd'hui. Hein. Les élections en Autriche, populisme partout. Hein. Et donc, c'est peut-être intéressant de revenir un tout petit peu historiquement sur l'apparition de cette notion dans le cas français. Donc dans le cas français, la notion de populisme a été utilisée dans les années 84-86 hein, par le théoricien principal du populisme, hein, qui est Pierre-André Taguieff. Hein. Donc c'est Pierre-André Taguieff qui va utiliser cette notion de populisme pour analyser finalement le vote Front National, hein, l'émergence du vote Front National dans les années 84-86. Et ensuite, on va continuer à aller dans cette voie. Hein. Ce terme va avoir du succès. Cette interprétation du vote Front National en termes de populisme va avoir du succès. Pourquoi ? Eh bien parce que Taguieff va proposer une interprétation du vote Front National qui va s'opposer à l'interprétation, je dirais, Bernard-Henri Lévy, auquel vous avez fait allusion, et Zeev Sternel,
qui interprétait, si vous voulez, le Front National en termes de fascisme. Taguieff va avoir beau jeu de montrer que si on se réfère à un certain nombre de travaux sur le fascisme, le Front National ne remplit pas, même à cette époque, pas seulement en entendant Marine Le Pen, même à cette époque, le Front National ne remplit pas tous les critères du fascisme. Les critères du fascisme, c'est déjà un mouvement révolutionnaire qui utilise la violence de manière systématique et qui conteste le système parlementaire et représentatif, ce qui n'a pas été le cas du Front National. Donc, qu'est-ce que va permettre l'interprétation de Taguieff? Elle va permettre, si je dis les choses de manière un peu polémique, en utilisant une phrase de Pierre Duhem, le physicien et théoricien de la physique, Taguieff va permettre de sauver les phénomènes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interpréter la montée du Front National, qui va se poursuivre, bien sûr, de plus en plus. Il va permettre d'interpréter cette montée du Front National sans utiliser le terme de fascisme qui est excessif, et en utilisant cette notion de populisme qui va donc permettre de sauver les phénomènes. Comme le dit Duhem, on va sauver les phénomènes et on va pouvoir comme ça interpréter la montée du Front National. Et alors, puisque Taguieff a fait beaucoup d'ouvrages, et les deux derniers ouvrages, le dernier c'est sur le nationalisme, la revanche du nationalisme, et celui qui précède, c'est sur du diable en politique. Et c'est sur la dédiabolisation du Front National. Ça, l'avant-dernier ouvrage de Taguieff. Alors, je dirais que l'utilisation que Taguieff fait du populisme, alors ça dépend comment on voit les choses. Il a dédiabolisé le Front National, puisqu'il a finalement dédiabolisé l'accusation de fascisme, pour passer au populisme. Ou alors, autre manière de voir les choses, il a diabolisé à minima. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a gagné en termes de dédiabolisation en passant, si vous voulez, de l'accusation de fascisme à l'accusation de populisme. Alors, ce que j'explique, dans le retour du peuple, je dis que cette notion de populisme, elle fonctionne comme un papier buvard. L'accusation de populisme, je ne milite pas pour le Front National, je vous rassure, pas forcément. L'accusation de populisme fonctionne comme un papier buvard par rapport à l'accusation de fascisme. Le Führer est remplacé par le démagogue. Le chef charismatique est remplacé par le démagogue. L'idéologie est remplacée par la démagogie. Le mensonge permanent, etc. Voilà, toutes les caractéristiques du populisme, la démagogie, le mensonge permanent, le simplisme des propositions, l'immédiateté, etc. Voilà, toutes ces, qui sont peut-être réelles, c'est pas le problème. Donc on va créer en fait une espèce de notion qui va permettre ensuite de regrouper énormément, si vous voulez, de mouvements, de partis politiques sous une notion très très générale. Voilà. Alors, populisme, démagogie. Alors, démagogie particulière, démagogie qui en appelle. Alors, tout le monde connaît ça. Je veux dire, c'est vraiment. C'est démagogie qui en appelle au peuple contre les élites. Voilà, c'est ça le populisme. L'immédiateté, etc. Bon, tout ça, c'est bien gentil. Mais qu'est-ce qui peut démonter un discours comme démagogique, si ce n'est d'en faire une analyse politique? C'est-à-dire de montrer dans telle situation, qui n'est pas la même entre différents pays, il faut montrer dans chaque situation que ce discours est véritablement démagogique, parce que la démagogie est la chose du monde la mieux partagée. Donc on a construit comme ça, si vous voulez, un espèce de pseudo-idéal type weberien, le populisme, qu'on a appliqué ensuite sur... Alors, j'ai pris le cas français, sur le Front National, mais Taguieff a eu un rôle important là-dedans, et ensuite qu'on va, si vous voulez, appliquer à toutes sortes de mouvements en Europe,
de partis, de mouvements politiques, de partis, etc., qu'on va rassembler sous cette appellation de populisme, hein, donc avec les critères, les caractéristiques que j'ai données. Alors, plus le temps passe, c'était mon intuition en 2012, plus je pense que le populisme, si vous voulez, comme concept de science politique, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on rassemble dans cette... C'est pas un concept d'ailleurs, c'est cette notion. On rassemble des partis qui, certes, ont des points communs, mais qui ont aussi des différences essentielles, fondamentales. Aussi fondamentales qu'entre ces partis populistes et les partis dits de gouvernement. C'est très rigolo ça aussi, les partis de gouvernement. Partis de gouvernement. Quelques exemples, puisque c'est d'actualité. Le FPÖ en Autriche. Ah, le populisme, l'extrême droite, etc. Voilà. Le Front National, l'UDC en Suisse, le Parti de la Liberté de Geert Wilders, etc., etc. Si on regarde l'offre politique de ces partis, il y a des différences très importantes. Le FPÖ ne veut pas sortir de l'euro. Hein, l'UKIP de Farage, excusez-moi, Farage, je ne sais pas comment, je ne suis pas très angliciste, voilà, est très libéral par rapport à Marine Le Pen, qui est étatiste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quel est l'intérêt d'avoir cette étiquette qui est, en fait, qui pour moi, si vous voulez, est une étiquette morale? Il s'agit de disqualifier moralement, s'il faut combattre ces partis, j'en sais rien peut-être, mais il faut les combattre politiquement. Hein, d'ailleurs, ça vient, hein, voilà. En France, on commence à s'affronter au Front National en disant oui, l'euro, etc. Hein, mais voilà, hein, s'il faut combattre ça, c'est pas sur un plan moral. Hein. L'étiquette de populisme sert à disqualifier de manière générale tous ces partis et finalement dispense d'en avoir une analyse politique, etc. Donc, le renversement que je propose dans Éloge du populisme, c'est que pour moi, cette question, c'est pas un concept, et c'est pas pertinent comme catégorie des sciences politiques. Et d'ailleurs, il y a des gens en sciences politiques qui contestent cette utilisation. Par contre, ce terme m'intéresse. Et je le conserve sur un plan philosophique. C'est-à-dire que pour moi, la notion de populisme peut être intéressante sur un plan philosophique et même sur un plan, je dirais, presque phénoménologique. C'est-à-dire que le populisme, pour moi, renvoie à la situation des peuples européens et à l'expérience que ces peuples font d'eux-mêmes. Donc pour moi, le populisme, si vous voulez, je vais le conserver, mais non pas pour désigner l'offre politique des partis dits populistes, mais je vais conserver ce terme pour désigner la situation des peuples européens. Alors c'est un exercice un peu délicat. Hein, parce que éloge du populisme, oula, vous êtes un méchant, faites l'éloge des méchants. Hein. Je fais l'éloge du populisme du peuple, de ce que j'appelle le populisme du peuple, et je pense que le populisme du peuple précède l'offre des partis populistes. C'est un phénomène beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien, qui est d'ailleurs commun au peuple européen, et qui précède l'offre des partis populistes, qui font leur job. Hein, en démocratie, on essaye de trouver, de récupérer, d'instrumentaliser un peu, de trouver un... Voilà, bon, peu importe. Enfin, est-ce qu'ils le font bien ou mal? Mais ce que je veux dire, c'est que le populisme du peuple précède l'offre politique. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que le populisme du peuple? Et donc, si vous voulez, j'ai défini ça dans un entretien qui a suivi Éloge du populisme. J'ai dit, populisme, c'est le retour du refoulé des peuples européens. Ah, ces peuples, ils existent encore. Hein, populisme, c'est le retour du refoulé des peuples européens. On croyait qu'il n'y avait plus de peuples. Ou alors on se disait qu'on allait construire un peuple européen, qui est en fait le peuple de l'absence de peuple. Hein. Ben non, ça n'a pas marché. Et on redécouvre, et c'est ça le populisme,
on redécouvre les peuples qui veulent rester des peuples. Ils sont chiants ces peuples-là, excusez-moi, je dis des gros mots, ils sont pénibles, hein. Ils veulent rester des peuples. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les peuples donc veulent rester des peuples, hein. Le populisme, c'est donc si vous voulez, c'est la réaction, pour moi c'est la réaction au niveau des peuples, c'est la réaction que les peuples européens opposent à leur décomposition. C'est ça le populisme des peuples. C'est la réaction. Alors après, les partis populistes vont donner une expression politique à ça, hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est de saisir le phénomène au niveau des peuples eux-mêmes. Donc voilà, le populisme, c'est la réaction que les peuples opposent à leur décomposition. Alors la question, c'est du coup, qu'est-ce qui décompose les peuples européens? Parce que si les peuples réagissent à la décomposition, c'est qu'il y a des forces de décomposition. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qui décompose les peuples européens? Et du coup, ça renvoie à la question, qu'est-ce qu'un peuple politique? C'est la question que j'aborde davantage dans le deuxième livre que dans le premier, où je parle du populisme comme réaction à la décomposition, hein, du peuple. Qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce qui décompose les peuples européens? Il y a deux choses. Un peuple politique, c'est deux choses. C'est d'abord une forme de sociabilité. Ce que j'appelle, dans Éloge du populisme, une forme de sociabilité. La sociabilité, c'est un terme un petit peu ancien, hein. Après, on a parlé du social, et maintenant on parle du sociétal. Et ça, c'est, hein. Donc à chaque fois, il y a une réduction. Parce que la sociabilité, c'est un phénomène extrêmement complexe, la sociabilité, hein. Après, il y a le marxisme, hein. Donc la sociabilité va être réduite au rapport économique, hein. Le social, c'est l'économique. Et après, ça va être le sociétal, hein. Non, gardons la sociabilité. Donc, un peuple, c'est une certaine forme de sociabilité, de mœurs. Ce sont des mœurs partagées. C'est d'abord ça à quoi les peuples européens tiennent, c'est à une forme de mœurs partagées, à une forme de sociabilité. On pourra revenir là-dessus plus tard. Deuxième chose, les peuples européens tiennent à une capacité d'autogouvernement grâce à la souveraineté de l'État. Voilà. C'est les deux choses auxquelles tiennent les peuples européens. J'insiste bien sur les deux, parce que si j'apporte peut-être un petit quelque chose, c'est pas seulement la souveraineté, mais c'est la sociabilité. Hein, ce qui manque dans un certain discours souverainiste, c'est la sociabilité. Hein, parce que la République, c'est pas seulement la souveraineté, hein, mais c'est la souveraineté populaire et légitime pour le peuple. Donc voilà pour moi, si vous voulez, le symptôme. Qu'est-ce que le populisme? C'est une réaction à la décomposition de la sociabilité et de l'autogouvernement. Qu'est-ce qui décompose la sociabilité et la capacité de l'autogouvernement? Il faut y aller, hein. Il faut être cohérent. Si on dit que le populisme, c'est le retour des refoulés des peuples européens, ça veut dire que ces peuples ont été refoulés par quelque chose, qu'il y a eu des forces qui ont décomposé les peuples, qui ont décomposé la sociabilité et qui ont décomposé la souveraineté. Qu'est-ce qui a décomposé la sociabilité? Pour moi, deux choses. D'abord, il y a la décomposition de la sociabilité qui est liée, on va faire des raccourcis, à la société de consommation, au capitalisme, qui a besoin de la destruction des liens pour avoir de plus en plus de consommateurs, etc. Peut-être c'est quelque chose d'un petit peu, voilà, par rapport à d'autres perspectives. Ça, et l'immigration. C'est-à-dire que pour moi, l'immigration n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, hein, qui détruit cette pauvre sociabilité. Non. C'est que déjà, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un rapport entre une destruction de la sociabilité qui a des causes internes qui sont liées à la mondialisation libérale, pour faire un raccourci, etc. Hein. Donc voilà,
ce qui détruit la sociabilité, c'est à la fois cette mondialisation libérale, société du spectacle. Hein. Moi, j'admire beaucoup Guy Debord, hein, même si je n'admire pas son côté, peut-être le côté politique, c'est comme Marx, hein, mais le constat, la critique de la société du spectacle et de l'aliénation du quotidien, hein, c'est quelque chose que je partage. Donc il y a une destruction, il y a une décomposition de la sociabilité qui est liée à la mondialisation libérale, au capitalisme. Bon, tout ça, c'est un petit peu, pourrait affiner, la société de consommation, etc. Et l'immigration, qui est liée d'ailleurs, puisque c'est une immigration qui est liée aussi au libéralisme, la liberté de circulation, hein, les différentes libertés. Voilà les deux choses qui vont décomposer donc la sociabilité des peuples. Et puis, ce qui va décomposer la souveraineté, eh ben, c'est la construction européenne. Voilà. Le partage de la souveraineté. J'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire, mais voilà, le partage de la souveraineté. Bon. Voilà. Il va falloir que j'accélère. Donc, à partir de là, voilà, le populisme, c'est donc une réaction à ça, vous voyez, qui précède l'offre des partis. Alors, maintenant, examinons, deuxième point, ben, le populisme, si on le prend donc, au niveau du peuple comme réaction par rapport à la décomposition de la sociabilité et de la souveraineté. Quelle est l'offre qui peut être adéquate à ça? Parce que je dis, le populisme, c'est une demande archi-politique. Hein. Ce n'est pas une demande politique au sens de telle politique fiscale, non. C'est une demande archi-politique. C'est-à-dire, continuer. La présupposition du politique, c'est déjà qu'il y a une communauté, puisque la politique, c'est le bien commun. Hein. Mais de quelle communauté ce bien est-il commun? Il faut une communauté. Hein. Donc le populisme, c'est une demande archi-politique. Et face à cette demande, qui a une offre véritable? Bah, pas les partis de gouvernement, c'est ça qui est génial, quoi. Le paradoxe, c'est que les partis de gouvernement, justement, n'ont pas d'offres qui répondent à ces deux questions essentielles de la sociabilité et de la souveraineté. Puisque, en fait, ils ont renoncé aux deux. D'un côté, pour eux, il faut se mettre au service de l'individu. La politique est devenue une politique de l'individu, ce qui est vraiment contradictoire. Hein. La politique, c'est pas l'individu, c'est le bien commun. Ce qui suppose que chaque individu dépasse un peu son individualité. Donc d'un côté, on a des partis qui se sont mis au service de l'individu, et de l'autre côté, au service d'une construction européenne, d'une forme politique dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est. Hein. Impérial, non même pas, c'est pas vraiment un empire l'Europe, hein. C'est un empire mou, un empire bien sûr lié aux États-Unis. Et donc voilà, donc pour répondre à ce populisme du peuple, qui est en fait une forme, j'y reviendrai, une exigence de ce que j'appelle le nationalisme républicain. Parce que mon idée, si vous voulez, c'est que je veux retrouver les sources d'un nationalisme républicain. Il y a une synthèse qui s'appelle le nationalisme républicain, ça peut paraître étonnant. Mais le nationalisme, alors ça peut, voilà, peut-être nation, attachement à la nation, bon, on peut en rediscuter, mais nationalisme républicain, il y a une synthèse possible. On a perdu cette synthèse, on l'a perdue. Pour moi, le dernier qui a été capable de réaliser en partie cette synthèse, c'est De Gaulle. Hein, le précédent, hein, comme disait Romain Gary dans Ode à celui qui fut la France, magnifique texte de Romain Gary sur De Gaulle que je vous conseille vraiment de lire. Je crois que c'est un des plus beaux textes qui a été écrit sur De Gaulle. Hein, Ode à celui qui fut la France. Voilà. De Gaulle, il a créé un précédent, dit Romain Gary. Il a créé un précédent. Il a montré que la nation et la République n'étaient pas contradictoires. Alors qu'on se prépare, vous voyez ce qu'on se prépare avec la présidentielle. Hein. Le front national contre le front républicain. Hein. J'essaye de casser cette opposition. Front national contre front républicain. Mais non. Donc j'interprète le populisme comme une demande de nationalisme républicain. Qui prétend répondre à cette demande? C'est mon deuxième point. D'un côté, ce que j'appelle le nationalisme identitaire, le Front National, on va dire, mais qui est en train de se transformer. Hein.
Donc voilà, ceux qui répondent à cette demande du populisme, il y a d'un côté le nationalisme identitaire, dont l'expression partisane est le Front National, et de l'autre côté, il y a le nationalisme civique. Enfin, il y avait, parce que maintenant, Chevènement, Debray, le républicanisme, qui est d'ailleurs repris dans le logiciel maintenant du Front National. Hein. Donc, qui essaye de faire cette synthèse aujourd'hui, voilà, qui c'est d'un côté, voilà, parce qu'on laisse de côté, je suis désolé, hein, je suis peut-être un peu, je sais pas, excessif, mais ce qu'on appelle les partis de gouvernement, ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont renoncé justement à l'articulation d'une nation et d'une république. Et eux, ils veulent articuler l'individu et l'empire. En fait, c'est le modèle multiculturel d'un côté, et c'est l'empire qui peut faire vivre ensemble, enfin, peut-être. Donc voilà, eux, on les... Voilà. Donc, qui occupe finalement le créneau, enfin, toi, la demande, ce que je pense être la demande du peuple dans une forme de sagesse, oui, voilà, c'est peut-être mon côté un peu, voilà, je pense qu'il y a une forme de sagesse en même temps. C'est d'un côté le Front National, et de l'autre côté, si vous voulez, le nationalisme civique. Chevènement, Debray, Finkielkraut, etc. Hein, et qui sont très gênés par rapport au Front National. Donc c'est ce que j'essaye d'approfondir là-dessus, dans ce livre. Finalement, je résume. Les peuples veulent redevenir des peuples politiques. C'est ça le populisme. La demande des peuples, c'est de redevenir des peuples politiques. C'est ça la demande qu'ils adressent. Qu'est-ce qu'on leur propose ? Comment, la question de ce livre, c'est comment réinstituer un peuple ? Puisque le populisme, c'est une forme de maladie du peuple, de décomposition, mais en même temps, la maladie, c'est pas le contraire de la santé. Parce que quand on est malade, on lutte pour retrouver la santé. Ah. Donc, la question, c'est comment réinstituer un peuple ? C'est ça la question, à laquelle sont confrontés nos politiques. C'est ça cette demande archi-politique. Comment réinstituer un peuple ? On leur fait, il y a deux propositions. Puisque les partis de gouvernement, le peuple, c'est plus leur problème. Eux, il n'y a plus que l'individu et l'empire. Il y a les deux propositions, c'est celle du nationalisme identitaire, pour schématiser, hein, Front National, et du nationalisme républicain, dont l'origine, le néo-républicanisme, Chevènement, hein, Debray, etc. Mon propos, c'est de dépasser cette opposition. Je pense qu'il y a là un blocage de la pensée entre si vous voulez, qui oppose deux conceptions de la nation qui sont également insuffisantes. La nation n'est ni une identité, ni une pure identité. Ça veut dire quoi, identité ? Une identité, c'est un concept mathématique, c'est A égale A, hein, identité. Bon, on pourra parler de Paul Ricoeur, identité, ipséité. Hein. Je veux dire, l'identité. Bon, alors après, c'est opérationnel. Je comprends bien que beaucoup de gens aujourd'hui se réclament de ce terme d'identité. Et philosophiquement, c'est pas pertinent pour penser un peuple, l'identité. Donc d'un côté, si vous voulez, le peuple n'est pas une identité nationale. Et de l'autre côté, le peuple n'est pas non plus, si vous voulez, une simple assemblée de citoyens qui décide librement de son destin. Hein, et c'est pas non plus un nationalisme civique. Voilà. Il y a deux. Il faut essayer de trouver un chemin, une troisième voie, entre le nationalisme identitaire, je suis français par mon origine, par un héritage. Je ne dis pas que cette idée est fausse. Tout dépend de comment se passe ce rapport à l'origine et à l'héritage. Hein. Ça ne passe pas par le sang, en tout cas. Le sang est une métaphore, peut-être, hein, y compris dans le droit. Hein. Le droit du sang, à mon avis, c'est une métaphore. Hein, parce que le droit du sang, c'est la filiation. Donc, ce n'est pas biologique, en fait. C'est une métaphore, en fait, de la filiation. Hein. Donc, voilà, je ne suis pas d'un côté français, c'est pas garanti français parce que j'ai une souche pure. Et de l'autre côté, je ne suis pas français seulement parce que je m'assemble sur la place publique et je décide avec les autres, voilà.
d'un destin commun, j'ai les mêmes droits et les devoirs. Hein. Ça, c'est le citoyennisme. Hein. Voilà. Donc il y a deux conceptions, vous voyez, de la nation. Hein, la nation comme origine, identité, appartenance, et la nation comme pure liberté, qui fait qu'elle peut s'ouvrir à tout le monde, puisqu'elle est une pure liberté. Hein. Il suffit qu'on ait les mêmes droits, les mêmes devoirs, qu'on exerce notre liberté politique sur la place et qu'on délibère à Habermas. Hein. C'est la délibération, etc. C'est ça qui va faire le patriotisme constitutionnel. Hein. C'est ça qui va faire la nation. Non. Hein. Donc j'essaye de dépasser cette opposition qui me semble le truc. Enfin, excusez-moi, on tourne là-dedans, quoi. On n'arrive pas à sortir de cette opposition entre la nation conçue comme identité, comme origine, et la nation conçue comme pure liberté. Donc on n'arrive pas à penser à une vieille question philosophique qui est la dialectique, hein, du déterminisme et de la liberté. Hein. Alors, pour essayer de penser cette troisième voie, alors peut-être l'idée pour aller dans votre sens par rapport à Rousseau, c'est que j'essaie de montrer que dans la tradition républicaine, dans une certaine tradition républicaine, pardon, pas dans la tradition républicaine, Rousseau est un grand penseur républicain, dont on a une vision, en fait, très simplifiée. On ne prend pas les textes de tous ensemble, et on est victime rétrospectivement de l'utilisation qui a été faite par Rousseau, par les Jacobins, par les révolutionnaires. Hein. Mais si on regarde les textes de Rousseau, parce que Rousseau, on le croit le partisan de la nation justement contractuelle, c'est-à-dire que c'est la volonté générale, qu'est-ce qui fait un peuple? C'est le fait de décider justement, hein, l'acte par lequel un peuple est un peuple, hein, c'est l'expression dans le contrat. Quel est l'acte par lequel un peuple est un peuple? Et on dit Rousseau, c'est la volonté générale, la délibération. Non, il y a le concept de peuple chez Rousseau, il est double. C'est ça qui est très intéressant chez Rousseau, c'est que, en fait, le peuple, si vous voulez, il y a une édification du peuple qui est pré-politique, qui précède, si vous voulez, la volonté générale. On ne peut rien comprendre au système de la volonté générale si on croit que c'est simplement par la délibération qu'on va avoir une volonté générale de manière miraculeuse. Mais comment on peut avoir une volonté générale si on est tous différents, qu'on a tous des idées, etc. Hein? Il distingue la volonté de tous, la somme des volontés particulières, et la volonté générale. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que chez Rousseau, la volonté générale, et c'est là qu'il a un côté grec, et vous voyez, il est à la charnière. Hein. C'est pour ça que j'ai une réserve. Hein. Vous savez, quand on ne maîtrise pas la quatrième de couverture, hein, parce que Rousseau le met dans les Lumières, c'est plus compliqué. Hein. Parce que Rousseau, justement, il garde un rapport à Aristote. Il garde un rapport, en fait, à l'édification d'un peuple et d'une communauté pré-politique. C'est quand même extraordinaire que ce passage du contrat social soit très rarement cité, dans lequel Rousseau dit que la loi la plus importante de toutes, c'est la loi des mœurs. Rousseau ne fait pas, si vous voulez, il n'y a pas de séparation entre les mœurs. La volonté générale, ce n'est pas une pure volonté qui plane comme ça dans le ciel. Hein. On s'assemble, on discute, on délibère, et puis tout d'un coup, on va être d'accord. Pour être d'accord, il faut quelque chose qui précède. Et ce qui précède, c'est au niveau des mœurs. Hein. Je ne vais peut-être pas citer ce passage, hein, parce qu'il est très long. Hein, mais voilà, hein, on peut le retrouver, hein, si vous voulez, c'est le chapitre 12 hein, du livre 2 du contrat social. Hein. Il distingue différents types de lois, les lois juridiques, politiques, etc. Et la plus importante de toutes, dit-il, la loi des mœurs. Et donc, il y a l'idée chez Rousseau que, vous voyez, la loi ne peut être efficace que si, aussi, elle peut s'appuyer sur des mœurs. Hein, la loi, elle ne fait que diriger les mœurs, elle s'appuie sur eux peut-être pour les amener autre part, mais c'est pas, voilà, une espèce d'idée complètement idéaliste de la loi. Or, nous vivons, les républicains, ça c'est ce que je dis dans le livre, hein, je vais être obligé d'accélérer, mais le républicanisme, donc le néo-républicanisme chevènementiste,
et de Régis Debray, en fait, il repose sur Kant, beaucoup plus que sur Rousseau. Hein, c'est le kantisme de la Troisième République qui, en fait, si vous voulez, informe le républicanisme, le néo-républicanisme chevènementiste. C'est-à-dire que chez Kant, justement, il n'y a pas de réflexion sur le peuple au sens des mœurs, au sens de l'imitation, au sens de voilà, pré-politique. Hein, et c'est pour ça que Kant dit qu'on peut même associer un peuple de démons avec une bonne constitution. C'est quand même extraordinaire. Il suffit d'avoir des gens rationnels. Donc la condition de Kant, c'est seulement une pure rationalité. C'est pas le sensible. Alors que chez Rousseau, la condition de la volonté générale, c'est le sensible. C'est le partage des mœurs au niveau sensible, pas une pure raison. Alors je fais un petit peu provocation en disant oui, on peut même associer un peuple de djihadistes avec une bonne constitution, à condition de les déradicaliser avant, hein, et de leur apprendre en fait l'autonomie par l'école et par l'État. Donc je fais une critique, si vous voulez, du républicanisme, ce que j'appelle le républicanisme abstrait, qui croit, si vous voulez, que le fait de faire partie d'un même peuple, c'est quelque chose qui est fondé uniquement sur l'État, sur l'école, alors que les processus d'assimilation, d'imitation des mœurs qui vont nous rendre semblables sont aussi largement irrationnels, échappent aussi à l'État, et l'État ne peut agir qu'indirectement là-dessus. Hein. Le républicanisme, pour lesquels j'ai de la sympathie, hein, on critique aussi des fois les gens pour lesquels on a une sympathie chevènementiste, et voilà. Je pense qu'il a mis l'accent sur la question de la souveraineté, sur la question de l'État, mais c'est un volontarisme, c'est trop volontariste. Il faut que les choses se passent aussi à un autre niveau. Donc, ces deux visions de la nation. Nation identitaire, donc héritage, origine, nation comme pure liberté, délibération, de la volonté, etc. J'essaie de montrer, donc avec Rousseau, une troisième voie, et de montrer que chez Rousseau, il y a le souci des mœurs, et que c'est aussi parce que il y a un processus de païdéia, d'éducation, de civilisation qui rend des mœurs en partie communes, que le système de la volonté générale peut fonctionner. Parce que le système de la volonté générale ne peut pas fonctionner si on a des purs individus qui sont totalement différents et qui ne partagent rien. Hein. Donc il y a quelque chose qui doit se jouer aussi au niveau des mœurs et au niveau de l'imitation. Voilà. Et c'est là que je fais venir donc Gabriel Tarde. Hein, parce que Gabriel Tarde, c'est un sociologue qui a été complètement éclipsé par Durkheim, hein, et qui pourtant est passionnant. Il est absolument passionnant. Et sa réflexion, c'est justement une réflexion sur le lien social. Hein, qu'est-ce qui fait société? Donc qu'est-ce qui fait peuple, vous voyez, au niveau des mœurs, justement, hein, avant d'en arriver au peuple qui se projette dans une volonté rationnelle. Il cherche à saisir, justement, le social, la sociabilité, il cherche à la saisir au niveau des mœurs. Et donc, il utilise une catégorie fondamentale qui est celle de l'imitation. Pour Tarde, l'imitation, c'est, si vous voulez, le phénomène social, pour reprendre une expression de Marcel Mauss quand il parle du don. Hein, Mauss dit le don, c'est le phénomène social total. Pour Tarde, c'est l'imitation qui est le phénomène social total. Le fait social élémentaire, c'est l'imitation. Alors c'est extrêmement intéressant. On est en rapport social avec les autres quand on s'imite mutuellement et quand on imite des modèles communs. Et Tarde fait une critique de l'utilitarisme et du libéralisme. L'intérêt, c'est le fondement du lien social dans la conception libérale. Et Kant est libéral, puisque Kant c'est l'insociable sociabilité. Donc ça veut tout dire. Hein, c'est pas Aristote, hein, Kant. C'est l'insociable sociabilité. On est insociable, mais on doit être sociable par intérêt, parce qu'on a quand même besoin des autres. Tarde fait une critique fabuleuse de l'utilitarisme. Le lien d'intérêt n'est pas du tout un lien social. On peut avoir un lien d'intérêt dans le monde animal, on peut avoir un lien d'utilité avec un instrument, avec un outil, et on peut avoir un lien d'utilisation avec un animal. Donc c'est pas parce que quand on est en rapport d'utilisation, on n'est pas en rapport social.
être en rapport social, c'est être affecté par l'autre. Affecté par l'autre parce que j'ai envie de l'imiter, ou dans un rapport d'imitation mutuelle. C'est ça qui montre qu'on n'est pas des individus sans appartenance, ou des individus hors le monde, comme dit Louis Dumont. Non, parce qu'on est pris dès l'enfance. On se construit, on pourrait faire une analyse du complexe d'Oedipe de Freud à partir de l'imitation de Tarde. On se construit dans la famille par imitation. Les parents, ils ne sont pas là seulement pour interdire, mais ils sont là pour être des modèles qu'on va imiter. Et c'est ce lien d'imitation qui va être la base aussi des imitations ensuite à l'école, des imitations. Donc tout se tient. Tout se tient. Tous les cercles, en fait, par lesquels on imite et on s'assimile, dans la famille, dans l'école, dans l'État, etc. Tout ça, il y a une unité. Voilà. Donc, je vais essayer maintenant de raccourcir. Excusez-moi. Donc, l'idée, à partir de Gabriel Tarde, j'essaie de reposer le problème de l'assimilation républicaine. Parce qu'on n'arrête pas de parler de ça. L'assimilation républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire s'assimiler? S'assimiler à un peuple, s'assimiler à un système politique, à une république, etc. Ça veut dire quoi, s'assimiler? Donc j'essaie justement d'utiliser ce que dit Tarde sur l'imitation pour repenser l'assimilation. Alors, je vais terminer là-dessus. Puisqu'on a vu l'importance de l'assimilation, puisque c'est une certaine unité et convergence des mœurs qui permet aussi une volonté générale. Et donc, comment penser l'assimilation, si vous voulez, au niveau des mœurs, comment penser cette assimilation? Comment ça fonctionne? Alors, d'abord, je voudrais dire, il faut bien voir, aujourd'hui, il y a un débat entre les adversaires de l'assimilation. Le multiculturalisme. Et ceux qui se pensent républicains et qui veulent s'opposer à ce multiculturalisme. Comment se pose ce débat? Pour le multiculturalisme, l'assimilation, je vais citer, c'est pas une boutade en fait, Erdogan, donc islamiste, modéré on va dire. Erdogan à Cologne en plus, c'est intéressant, ça rappelle des souvenirs récents. Erdogan est à Cologne en 2008. Qu'est-ce qu'il déclare devant Angela Merkel? Il dit l'intégration est un crime contre l'humanité. Donc il ne dit pas l'assimilation, mais il dit l'intégration. L'intégration est un crime contre l'humanité. Il va répéter cette phrase quelques 2 mois après devant le Parlement turc. L'intégration est un crime contre l'humanité. C'est très intéressant. Parce qu'on pourrait sourire, on pourrait dire mais c'est parfaitement cohérent avec l'idéologie multiculturelle. Parce que pour le multiculturalisme, effectivement, l'assimilation, et l'assimilation républicaine en particulier, vient appauvrir et contrarier la richesse de l'individu, sa singularité, et le pauvre individu, on ne va pas lui demander de perdre sa richesse. Voilà. Et donc, le multiculturalisme, son principe, c'est l'identité. C'est de reconnaître l'identité des individus. Les individus sont ce qu'ils sont, et puis toute assimilation va être, en fait, un meurtre, justement, de l'individu, un crime contre l'humanité. D'ailleurs, ça serait intéressant de faire une généalogie du multiculturalisme. Pour ma part, je pense qu'il y a un lien entre le libéralisme, un certain socialisme marxiste, gauchiste, si vous voulez, et le multiculturalisme. Parce que dans le libéralisme, qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est la liberté d'être soi-même. C'est la liberté de devenir soi-même. Et quand Marx fait une critique du libéralisme, il en fait une critique dans le sens d'émancipation, c'est-à-dire que la critique des droits de l'homme, c'est les droits du citoyen, mais la véritable égalité, c'est l'égalité pas seulement politique, mais aussi l'égalité matérielle, etc. Et aujourd'hui, on a un ministre de l'égalité réelle.
Ça veut dire quoi ça? C'est la confusion entre l'égalité et l'identité. Donc ça c'est c'est beaucoup trop rapide, mais à mon avis ce serait très intéressant de faire une généalogie vraiment très sérieuse qui à mon avis n'a pas encore été faite du multiculturalisme en le pensant de manière dialectique par rapport au libéralisme et au socialisme. Alors voilà, le multiculturalisme, voilà, on reconnaît, on absolutise l'identité de l'individu. Et tout processus d'assimilation est pensé comme voilà, une contrainte, comme quelque chose qui appauvrit la singularité, etc. Hein, voilà. Il faut laisser sa religion dans le privé, il faut ceci, cela. Donc, voilà, toute assimilation est pensée comme un... Voilà. Et contre ce discours, je vais essayer d'accélérer, de terminer. Contre ce discours, il y a le discours républicain. Enfin, un certain républicanisme. Qui assume. C'est-à-dire, qui dit, comme avec Éric Zemmour, à Rome, fait comme les Romains. Hein, c'est-à-dire, qui pense, attention, j'ai beaucoup de sympathie pour ce que fait Zemmour par ailleurs, mais je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses aussi, à Rome fait comme les Romains. Donc, qui pense l'assimilation comme un processus finalement de contrainte, effectivement, de la société sur l'individu. Vous voyez, alors que le multiculturalisme se présente comme l'absolutisation de l'individu, l'identité qu'on doit reconnaître, hein, reconnaître l'identité de l'individu, hein, sauf qu'on va voir que c'est une ruse. Hein. D'un côté, voilà, on reconnaît l'identité de l'individu, de l'autre côté, non, on dit l'individu, ça vaut rien, et c'est la société. Donc on est dans une opposition, là encore, entre individualisme et holisme, hein, qui ne me semble, qui n'est pas la plus intéressante, parce que le républicanisme, en disant ça, il entre dans l'opposition de la critique multiculturelle. Parce que justement, il dit, non, il faut assumer de contraindre les gens à s'assimiler, vous voyez, hein. Voilà. Et donc la société est plus importante que l'individu. Voilà. Alors que le multiculturalisme, non, il faut respecter chaque individu dans son identité. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors c'est là que Tarde me semble intéressant. Parce que justement, si on réfléchit sur l'assimilation imitative, c'est un processus extrêmement complexe et subtil, qui n'est pas un simple forçage, hein, des individus à partir d'une société qui serait au-dessus d'eux. L'assimilation, déjà, si vous voulez, Tarde distingue trois critères de l'assimilation, de l'imitation, que je reprends pour l'assimilation. Elle va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que quand on assimile, c'est marrant, on pense jamais à ça, hein. Assimiler, on pense ça toujours comme un truc qui nous contraint de l'extérieur. Mais non, assimiler, c'est comme dans la digestion, hein. C'est rendre similaire à soi. Et donc, ça suppose une force et d'une certaine manière aussi de réduire l'altérité et en faire quelque chose qui est soi-même. Donc, ça va de l'intérieur, l'assimilation, de l'individu, vers l'extérieur, vers le modèle. Deuxième règle, pourquoi ça va de l'intérieur vers l'extérieur? Ben parce que j'admire le modèle. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'assimiler des modèles? Ben, c'est parce que je les admire. C'est pour ça que je les désire. Le modèle, il faut qu'il soit désirable. S'il n'est pas désirable, je ne l'assimile pas. Donc vous voyez, il y a une spontanéité de l'assimilation. Malika Sorel a insisté là-dessus. Elle fait des distinctions très intéressantes entre assimilation, intégration, insertion. Hein. Et elle explique bien que assimiler, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est pas un truc mécanique que l'État va faire. Bon, on va fabriquer des Français grâce à l'État. N'importe quoi. Ça suppose, comme le dit Malika Sorel, une démarche intérieure. Hein. Alors après, il faut peut-être prévoir justement, hein, ça renvoie à la question de la nationalité, etc., des statuts ensuite. Hein. Mais voilà, l'assimilation, ça suppose une démarche intérieure, qui est liée à une admiration du modèle. Il y a une spontanéité de l'imitation qu'on voit bien chez les enfants de l'assimilation, parce que le modèle, etc. Bon. Donc voilà, première règle, de l'intérieur vers l'extérieur. Deuxième règle, de l'inférieur vers le supérieur. Si j'ai envie d'imiter, c'est parce que je trouve que c'est supérieur le modèle. Et troisième règle, très intéressant, elle est unilatérale avant d'être réciproque. C'est-à-dire que c'est le copiste qui imite le modèle, et c'est pas le modèle qui imite le copiste. Mais regardez où on en est. Les parents qui parlent à leurs enfants, ils imitent celui qui devrait imiter. Donc il y a un renversement en fait, hein, de la logique finalement de l'assimilation, hein, où finalement on n'assume plus, si vous voulez, la hiérarchie. Hein, pour qu'il y ait imitation, il faut qu'il y ait hiérarchie entre le modèle et la copie. Et ça n'est plus assumé, si vous voulez,
Alors, si je prends ça au niveau de la question de l'immigration, puis je vais m'arrêter, hein, je suis désolé, j'ai complètement débordé, puis voilà. Mais si on prend ça au niveau de la question de l'immigration, si vous voulez, moi j'en ai assez. Je pense qu'il faut qu'on arrive à poser cette question de l'immigration. Et de manière philosophique, quoi. Et en sortant de ces peurs, de ces procès d'intention, hein, de racisme, de tout ce que vous voulez, etc. Hein. Alors voilà, je pense que l'assimilation imitative, la logique de l'assimilation imitative de Tarde permet de reposer le problème de l'immigration. L'assimilation Imitative, pardon. Pourquoi? De manière nouvelle. Parce que, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, même un Français de pure souche, la France ne passe pas par le sang. Elle passe par des processus imitatifs qui sont d'ailleurs pas, pour Tarde, conscients, tous conscients. La langue, hein, par exemple. Ça passe par des processus imitatifs. Or, comme le disait Guy Debord, je ne suis pas totalement d'accord avec lui, hein, mais si la France n'assimile plus les étrangers, c'est aussi parce que les Français n'assimilent plus la France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le problème de l'assimilation, il faut le poser de manière générale. Après, l'assimilation des étrangers pose des problèmes particuliers à l'intérieur du cadre général. Mais se construire en tant que nation, hein, en tant que partage des mœurs, ça passe par l'assimilation. Dire là, regardez le destin de la langue. Hein. Dire si la langue n'est plus le destin de la langue, excusez-moi, hein, je parle un peu trop vite. Hein, la langue dépend aussi des locuteurs, de ce qu'ils en font, et aussi des modèles, hein, la manière dont ils la parlent, la langue, hein, voilà, dans les médias, à l'école, etc. Hein. Donc, voilà, je pense que si on part du cadre général de l'assimilation imitative, ça permet de reposer le problème de l'immigration de manière différente. Et en même temps, de manière fondamentale. Hein. Parce que, si vous voulez, si on dit qu'une nation, un peuple, c'est la convergence d'un certain nombre de modèles, c'est ce que dit Tarde, hein, c'est l'imitation d'un certain nombre de modèles, en même temps, il ne faut pas être idéaliste, il y a des modèles qui sont contradictoires. Hein, c'est ce que Tarde appelle les duels logiques. Hein, il y a parfois des modèles qui sont contradictoires, qui ne sont pas compatibles, et ça c'est l'utopie du multiculturalisme, c'est vouloir dire que tout est compatible, hein, réaliser votre identité, etc., et tout est compatible. Non, on va à la guerre de tous contre tous par rapport à ça. Hein. Donc, il y a des modèles qui ne sont pas compatibles. Voilà.